Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR, dernière semaine d'émission avant la période estivale. Et qui dit été dit bien sûr activités, festivals, spectacles en plein air. Et justement, pour permettre justement une vaste programmation cet été à Saint-Jean, l'ASPEC sort de ses murs. En fait, c'est le slogan pour l'été prochain. Et je reçois M. Martin Saint-Gelais, qui est le directeur général adjoint de l'ASPEC du Haut-Richelieu, mais qui est actuellement directeur général par intérim en raison du congé de Mme Isabelle Laramie. M. Saint-Gelais, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Donc, en fait, ça explique un peu ce qui va se passer cet été. L'ASPEC sort de ses murs parce qu'habituellement, l'ASPEC organise des spectacles pour le cabaret-théâtre, pour le Théâtre des Deux-Rives et également le pôle de Chambly. Mais là, cet été, vous allez vous attaquer aux activités extérieures. Comment c'est venu un peu cette association là, pour présenter justement des activités cet été? Bien, écoutez, c'est pas compliqué. C'est que la Ville avait besoin d'un nouveau promoteur pour s'occuper de cette programmation-là. On les a rencontrés ce printemps. Et ils nous ont demandé si on était prêt à prendre le relais. On a accepté. Donc, c'est nous qui va prendre le relais pour toute l'édition de Mon été chaud pour les 3 prochaines saisons. Pour les 3 prochaines années. Bon. Exact. C'est ça. Donc, il va y avoir Mon été chaud et aussi le Vieux Saint-Jean à la nuit qui fera également partie de votre mandat. Ouais. Bon, on connaît un peu la programmation, sans entrer là, dans la programmation exacte, mais on connaît ce qu'on offrait déjà pour un été chaud durant l'été. Mais je pense que la programmation va être bonifiée pour l'été. Bien, je vous dirais, c'est assez simple. La Ville a assez bien défini le mandat. Ce qu'on nous a confié, ce qu'on nous a demandé particulièrement, c'est de mettre en valeur le nouvel investissement, qui est la nouvelle place publique qui a été inaugurée dernièrement. Donc, nous, vraiment, dans notre responsabilité, ce qu'on va assumer, c'est qu'on va faire une programmation de 4 événements pendant les 8 prochaines semaines. Mais ça commence le 3 juillet, pendant 8 semaines. Donc, on va avoir les jeudis découvertes. Ensuite, on va voir les vendredis, c'est déjà commencé, c'est avec M. Karim Diba, qui est quelqu'un de la place, qui fait déjà les soirées salsa, qui attire des centaines de personnes. Donc, on a confié le mandat à M. Diba de prendre le relais pour les vendredis. On revient les samedis avec ce qu'on appelle les samedis cinéma show. Donc, ça va être un spectacle avec un artiste plus d'envergure, avec suivi d'un cinéma en plein air. Et les vendredis, ça va être les dimanches, ça va être des dimanches en famille. Après-midi en famille, ça commence à 15 h avec un spectacle thématique animation pour la famille. Et ça se termine en fin de journée par de la danse en ligne organisée par M. Yves Bouchard, qui va être là pour faire de la danse en ligne jusqu'à plus ou moins 20 h le soir. Les jeudis découvertes, là, ça peut ressembler à peu près à ce que vous faites, ce que vous présentez pour les jeudis shows, par exemple. Absolument. Oui, on s'inspire exactement de ce qu'on fait au jeudi show. À cet ordre-là, pour vous dire, cette année, les 8 événements qu'il va y avoir, les 8 bandes ou artistes, bien là-dessus, on en a 4 qui viennent de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah bon. Fait que déjà, on avait une sensibilité de faire en sorte que les talents locaux puissent avoir leur tribune, leur scène. Et les 4 autres, bien, c'est des artistes de la région, de la vallée du Richelieu majoritairement. Là, vraiment, c'est des artistes à qui on a offert leur chance aussi de venir présenter leur matériel. Le fait, évidemment, que vous présentez à l'année ou à peu près là, des spectacles à Saint-Jean et que vous les diffusez, vous les présentez, évidemment, ça facilite les choses lorsque vous obtenez ce genre de mandat-là, parce que vous êtes déjà dans le bain, là, les 2 mains dans la pâte, dans le fond. Bien, écoutez, nous, ça fait partie de notre ADN de faire la programmation. La dernière année, voyez-vous, là, notre programmation régulière, on a eu plus de 300 événements programmés pour 425 représentations dans l'ensemble des salles dans lesquelles on travaille. Fait que pour nous, c'est une continuité. Puis en même temps, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la période estivale est tout le temps la période un petit peu plus morte dans notre milieu. Donc pour nous, cette année, ça va nous permettre, entre autres, de consolider certains emplois au niveau de l'équipe technique. Et on aura une équipe de 5-6 personnes qui sera majoritairement sur place. Et il ne faut pas oublier, parce qu'on fait également 2 programmations, 2 jours d'événements pour 14 événements dans la période estivale, également à Chambly. Donc, notre équipe va se promener entre ici et Chambly pendant toute la période estivale. Ouais. Bon, pour ça, évidemment, faut mentionner aux gens là, que, étant donné que vous gérez déjà la salle de cabaret-théâtre, en cas de mauvais temps, en cas de pluie, si on sait, par exemple, là, que l'événement ne pourrait pas être tenu à l'extérieur, on peut déplacer l'événement au cabaret-théâtre, et ça, c'est important que les gens le sachent. Oui, c'est important, puis je crois que c'est un élément que la Ville a bien aimé quand on a accepté le mandat, c'est que tout spectacle qui sera présenté, programmé sur notre scène extérieure, bien, en cas de pluie, on a mis en place un plan pluie avec une séquence décisionnelle qui va faire en sorte que les gens sauront le matin même que tout est transféré au cabaret-théâtre. Donc, ça va nous permettre minimalement de garantir au moins 70 % de notre programmation
On est très heureux de ça. Oh, oui. Puis également, ça va faire en sorte aussi que la population va pouvoir quand même avoir accès à ces spectacles-là, gratuits, qui sont dans le partenariat que la Ville nous a offert. Fait qu'on est très heureux de ça parce que c'est vraiment une continuité, parce que de toute façon, dans ce milieu-là, les artistes sont convoqués, les équipes techniques sont convoquées. Bien, dans ce cas-là, le spectacle aura lieu. On va juste s'ajuster en fonction de notre plan de pluie, puis toute la séquence communication va se mettre en place avec le Facebook et les réseaux sociaux de ce monde. C'est ça, la chaîne d'information. La chaîne d'information va se mettre en place, puis la population va en être informée. On va s'organiser aussi pour que ça soit su un petit peu sur place. Ouais, là. ouais. On est en train de finaliser toute la question logistique là, à cet effet-là. Mais oui, la programmation va avoir lieu quand même au Cabaret Théâtre. De toute façon, la distance va le favoriser parce que c'est pas très loin. Donc, Je crois que c'était à 5 ou 6 minutes de marche. Oh, là, tout à fait. ça revient au même. Ouais, tout à fait. Bon, vous avez parlé de l'équipe technique. Oui. Vous avez, lors de la présentation, je pense que ça fait des heureux avec les membres de l'équipe technique. Oui, C'est que pour justement pouvoir présenter ces spectacles-là, Oui. vous avez fait l'acquisition d'une scène amovible. Peut-être nous expliquer un peu l'investissement et qu'est-ce que ça va représenter pour les gens. Bien, de prime abord, ce qu'il faut penser, c'est que l'aspect qui sort de ces murs, mais ça veut dire quand même, dans la volonté qu'on avait le comité de direction, c'est de s'assurer que autant nos équipes que les artistes vont être reçus dans une infrastructure professionnelle. La nouvelle place publique est magnifique, mais quand même, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même une infrastructure extérieure. Oui. Donc, la décision qu'on a faite en parlant avec le conseil d'administration, on a eu les autorisations pour s'équiper de ce qu'on appelle une scène vraiment d'extérieur de la compagnie Stageline. Donc, on s'est acheté une belle SL75, une belle scène qui se déploie avec un beau système de son, un système d'éclairage et tout ce qui vient avec. C'est des investissements de près de 300 000 qu'on a fait pour être en mesure de présenter ça cet été puis d'installer cette infrastructure-là sur la place publique. Donc, c'est ça. Donc, les artistes vont pouvoir se présenter et faire leur spectacle sur cette scène-là qui sera... Bien, c'est surtout d'éviter que les artistes jouent sur le béton directement. Oui, exact. Puis c'est des scènes normées professionnelles qu'on voit dans l'ensemble des festivals au Québec. Stageline est une compagnie québécoise reconnue en Amérique. Fait qu'on on a magasiné avec eux. On est très enchantés du produit dont on a fait l'acquisition. Puis on est certain que ça va être une belle valeur ajoutée là, pour les artistes, puis la population, puis la qualité du spectacle également. Les gens vont voir que c'est très professionnel et que ça... Tout à fait. C'est le but. Oui, exactement. Absolument. Bon, on a parlé de l'été chaud, mais aussi, vous êtes donc organisé Mon Vieux Saint-Jean à la nuit. Ça, c'est un peu plus tard. Mais peut-être aussi, c'est pour 3 ans, ça aussi? Oui, pour 3 ans. Mon Vieux Saint-Jean à la nuit, la Ville avait lancé l'appel d'offres en début 2025, à mon arrivée. Moi, je suis arrivé en janvier dernier. Fait qu'on a travaillé là-dessus, moi et mes collègues. Et on a déposé notre candidature. Notre candidature a été retenue, puis c'était pour les 3 prochaines années. Donc, Mon Vieux Saint-Jean la nuit, pour nous, c'est très intéressant de récupérer. Ça va être la 8e édition. Je ne veux pas me tromper, mais il me semble que c'est la 8e édition qui va avoir lieu en 2025. Puis, habituellement, c'était le 3e samedi d'octobre. Donc, pour nous, ça va rester le grand événement phare, qui va être Mon Vieux Saint-Jean la nuit. Ça va être samedi le 18 octobre. Ça débute à 18 h. Ça va jusqu'à 2 h du matin. En même temps, l'aspect étant ce qu'elle est, on va en profiter, nous, pour vraiment essayer de bonifier. Donc, il y aura le mercredi précédent, donc le 15, on va faire une soirée des partenaires, juste officialiser le tout. On aura un jeudi chaud à saveur électronique qui aura lieu au Cabaret Théâtre, comme notre programmation de jeudi chaud habituelle. Puis en ce moment, on est en train de choisir notre artiste pour un spectacle du vendredi. Bon. Qui fera ça. Donc, ça va s'étendre sur 4 jours avec l'événement majeur qui va être le samedi 18 à partir de 18 h, mais dans le périmètre du Vieux-Saint-Jean et de la nouvelle place publique. Bon. Ouais. Donc là, on peut maintenant dire que l'aspect, c'est 12 mois par année. Oui. Est-ce que c'était dans les plans, avant que cette proposition-là arrive, est-ce que c'était dans les plans de l'aspect de faire plus de diffusion durant l'été? Bien, ce que j'en comprends, c'est que moi, je récolte en ce moment probablement ce que d'autres ont semé avant moi. Donc, on ne peut pas ne pas le nommer. Guy Boulanger, directeur sortant, qui nous quitte dans quelques semaines, et Isabelle, quand je suis arrivé, avait une volonté, je crois, de poursuivre tout le travail qui a été fait dans les 35 dernières années. Puis je considère que c'est, pour quelqu'un comme moi qui arrive, que c'est une opportunité magnifique. Puis en même temps, bien, c'est totalement dans la continuité de ce qu'on fait. Ce qui fait que, dans ce cas-là, de Mon Vieux Saint-Jean la nuit, bien là, ça nous sort un petit peu de notre zone de confort, mais en même temps, ça reste de planifier un événement
avec des artistes professionnels et une animation de rue qui est totalement en adéquation avec ce qu'on est habitué de faire, nous, c'est-à-dire recevoir des artistes et faire une proposition artistique à la population de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que dans cet aspect-là, si on combine ça avec un été chaud et ce qu'on fait déjà avec la programmation estivale sur Chambly, bien, dans notre modèle d'affaires, c'est vraiment, je vous dirais, une manière de consolider notre mission, mais aussi d'offrir à la population de la région des spectacles de qualité, avec des infrastructures de qualité, puis une pensée qui est derrière ça. Et oui, c'est le résultat de 35 ans de développement, puis en espérant que ça va juste venir consolider nos opérations et annoncer 35 prochaines années aussi intéressantes, aussi frivoles, puis aussi plaisantes pour la population du Grand Saint-Jean. Oui. Parce que, bon, donc l'aspect, là, c'est surtout de octobre à mai, à peu près, dans la grosse saison. Absolument. Et ce qu'il faut remarquer, on en a déjà parlé d'ailleurs avec M. Boulanger, Mme Laramie, quand ils sont venus sur le plateau, c'est la diversité. Et ça, vous en êtes très fiers. C'est la diversité des spectacles que vous présentez. Parce que, bon, les gens connaissent là, les spectacles grand public. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a l'aspect scolaire qui est très important aussi à l'aspect. Oui, à la base, dans notre mission, entre autres quand on est soutenu par les 2 paliers gouvernementaux, ce qu'il y a en particulier à l'aspect, c'est tout ce qu'on appelle chez nous l'aventureté, ce qui est vraiment la programmation jeune public. Et à cet effet-là, voyez-vous, la dernière saison, c'est près de 40 000 enfants des écoles de la région qui sont venus assister à près d'une centaine de représentations spécifiquement programmées pour et dans le but vraiment de favoriser je vous dirais, l'éveil et la sensibilité de former le public d'aujourd'hui aussi. Fait que c'est avec ça, je vous dirais, c'est une grande fierté. Parce que quand on dit que sur plus ou moins 150 000 personnes qui sont venues voir notre programmation professionnelle l'année dernière, quand on parle de près de 40 000 enfants, donc c'est majoritairement l'ensemble des écoles. Puis là, on parle au niveau scolaire, et, donc primaire et secondaire, parce qu'au niveau du cégep, on les traite différemment. Je vous dirais, ils sont plus dans notre programmation régulière. Puis toute la question de la mission artistique en lien avec l'aventureté, c'est qu'en plus, on offre au milieu scolaire, donc aux enfants et aux professeurs, les écoles, un accompagnement complet. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, de la médiation scolaire. Et voyez-vous, pour 40 000 enfants, il y a eu près de 1500 ateliers qui ont été donnés. C'est-à-dire que les enfants reçoivent... Il y a un artiste qui se présente en classe, qui fait une présentation de ce qu'ils vont venir voir comme œuvre artistique, viennent voir le spectacle. Il y a des rencontres après spectacle également. Et on remet même également un cahier pour l'enseignant dans lequel les enfants vont pouvoir faire probablement soit des ateliers, diverses activités qui vont venir bonifier l'expérience artistique qu'ils ont eue. Fait que c'est vraiment une offre complète de faire en sorte de s'assurer que les enfants vont avoir accès à de l'art aussi des arts de la scène, mais de qualité, et qui sont accompagnés véritablement là-dedans. Puis c'est en lien aussi avec l'adéquation, ce que propose le ministère de l'Éducation envers ces diverses mesures pour garantir les sorties scolaires. Là, voilà. Je suis à même de témoigner parce que je travaille beaucoup en scolaire, effectivement, et les enfants sont très heureux et surtout, on s'aperçoit qu'ils sont déjà au courant ou en fait conscients de la pièce qu'ils viennent voir. Donc, ils ne sont pas pris par surprise, apprécient encore davantage, je pense, le spectacle parce qu'ils savent exactement ce qu'ils viennent voir lorsqu'il y a une sortie scolaire. Oui, puis c'est important de parler de ce point-là spécifiquement parce que dans la réalité d'aujourd'hui, où est-ce que, on dit les enfants sont tout le temps sur les appareils numériques, ces affaires-là, mais en même temps, l'approche de l'aspect, c'est en préparant ces enfants-là à venir voir de l'art vivant, on les sensibilise sur la réalité de ce que c'est de venir dans une salle de spectacle, une infrastructure professionnelle, et d'être dans l'art vivant. Donc, on fait partie de tout ça, mais il y a une manière d'aller au théâtre, il y a une manière d'écouter, d'interagir. Et je pense que vous le voyez, M. Tremblay, quand les enfants sortent de la salle, ils sont émerveillés, la plupart. Puis on a des spectacles d'une grande, grande qualité. Ce qui fait que ça fait une expérience positive. Et on sait très bien que la première expérience en art, surtout dans ce type d'événement-là ou dans ce type d'infrastructure-là, bien, c'est cette première expérience-là qui va marquer pour la suite et qui va garantir que les gens, par la suite, les enfants, quand ils deviendront adultes, bien, vont continuer à s'intéresser à la culture. Je me souviens encore très bien de mes sorties scolaires lorsqu'on allait voir Bouzille et les Justes, entre autres, de Malades imaginaires et tout ça. Ça se passait au Jésus à Montréal à l'époque, donc on s'en souvient. Moi, c'était au théâtre Denis Pelletier à l'époque. Oui, c'est ça. Absolument. Bien, M. Saint-Gelais, merci infiniment de nous avoir parlé de ça. Passez un très bel été. On aura en tout cas un bel été grâce à l'aspect et aux activités que vous allez présenter dans le Vieux-Saint-Jean. Merci infiniment et puis au plaisir de se reparler. Bien, merci à vous, M. Tremblay. Passez un bel été. Merci, merci.
On fait une courte pause et on vient tout de suite après. Mon prochain invité sera candidat dans le district numéro 4. C'est le quartier Saint-Eugène pour l'équipe André Bouchard. Il s'agit de M. Louis Boucher. M. Boucher, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. D'abord, la question traditionnelle. Ben Pourquoi vous présentez en politique municipale et avec l'équipe André Bouchard? Bon, la politique, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé depuis longtemps, en fait, depuis que j'étais au cégep. C'est là que j'avais les cours de politique. Donc là que j'ai commencé à développer un intérêt. Puis à partir de ce moment-là, j'ai toujours considéré l'actualité politique, peu importe, là, que ce soit l'actualité fédérale, provinciale, mais même municipale. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé puis que j'ai quand même toujours suivi. Enfin, donc, suite à ça, bon, c'est sûr que ça prend un intérêt pour s'en aller en politique. Oui. Là. Puis, ça nous permet d'abord de se faire une opinion puis de connaître certains dossiers puis de pouvoir, après ça, porter un jugement plus critique quand vient le temps d'aller voter. Donc, ça, c'est la première des choses. Bon, j'habite dans le quartier Saint-Eugène depuis toujours. Là. J'ai grandi dans le quartier Saint-Eugène. Je travaille dans le quartier Saint-Eugène. J'enseigne à l'école Saint-Eugène. Mes enfants vont à l'école Saint-Eugène ou à Dr. Alexis Boutier. Puis j'habite encore dans le quartier Saint-Eugène. Donc, je l'ai vraiment... je pense que je peux dire que j'ai un assez fort... Tatoué sur le cœur, un assez fort sentiment d'appartenance pour le quartier Saint-Eugène. Puis, avec le temps, bon... il y a certaines choses qui ont commencé à me chicoter, peut-être une certaine différence ou peut-être pas une vision qui était la même par rapport aux personnes qui nous ont représentés dans Saint-Eugène dans le passé. Donc, il y avait certaines choses qui me chicotaient. Puis, au fil du temps, il y en avait de plus en plus de petites choses qui me chicotaient. Là. Je pense, par exemple, au Boisé-Carillon, qui stagne un petit peu. On était supposé d'être en consultation citoyenne au printemps. L'été s'en vient, on n'a pas de nouvelles encore. Il était supposé d'être aménagé peut-être ou commencer des travaux pour l'automne. Ça ne se fait pas. Il y a le centre commercial qu'on en parle depuis je ne sais pas combien de temps, une dizaine d'années, peut-être plus ou moins, là, depuis au moins 8 ans, ça c'est sûr. Qu'on promettait une ouverture bientôt, puis que finalement, ça ne se faisait pas. Le parc Ronald-Beauregard, moi, j'allais là me baigner. J'avais pas de piscine chez mes parents, donc occasionnellement, j'allais me baigner là quand c'était pas chez des amis. Puis avec le temps, ce qu'on remarque, c'est que la piscine, là, tranquillement, s'est dégradée. On l'a laissé se dégrader sans nécessairement lui donner l'amour qu'elle avait besoin. Puis peut-être un manque de vision, dans le sens que la piscine s'est dégradée à un point tel que à partir du moment où elle n'était plus là, c'est là qu'on réfléchit à peut-être en faire une nouvelle. Est-ce que ça aurait pu être amené un peu d'avance? C'est une des questions que je m'étais posée. Puis, il y a un rapport la semaine passée, ou là 2 semaines, qui parlait de l'état des bâtiments de la ville et des infrastructures. Il y a 3 semaines, oui. Qui disait, oui, c'est ça, il y a 3 semaines, qui disait que 80 des bâtiments sont vétustes. Donc, comment ça se... Puis, bon, la question que je me suis posée, je suis toujours à la recherche de réponses. Je me suis dit peut-être que, finalement, ça se dégradait sans nécessairement qu'on s'en rende compte. Puis, c'était pas nécessairement ce que j'avais appris dans l'entrevue que vous aviez faite il y a 3 semaines. Donc, c'était quelque chose qui était connu. Puis là, je me suis dit, pourquoi si c'était connu, et on n'a pas trouvé tout de suite une alternative, un plan B? Parce que le camp de jour, elle est là, c'était une des piscines. Je ne connais pas exactement les autres non plus. Je sais qu'il y en a ailleurs dans la ville, mais
pour être allé souvent au centre plein air au parc Ronald Beauregard, c'était une piscine qui était très utilisée. De toute façon, c'est le point central du district Saint-Eugène. De toute façon, pour tous ceux qui veulent faire des activités familiales, c'est le point central. Oui, puis tu sais, on est quand même bien, on est chanceux parce qu'on a quand même des beaux parcs aussi, mais c'est le camp de jour qui allait pas, il y avait le camp You aussi qui allait là, pas. Donc, c'est plusieurs familles, c'est plusieurs enfants qui passaient l'été sans nécessairement se rafraîchir. Donc, il y avait toutes sortes de choses comme ça qui m'amenaient à me poser des questions que finalement, on n'avait peut-être pas une vision qui était pareille pour Saint-Eugène. Puis pourquoi avec Mme Bouchard? Bon, on a été mis en contact par des amis communs. Je connaissais Mme Bouchard de par son rôle à la commission scolaire qui est devenue le centre de service maintenant. Mais moi, je la connaissais, elle, sans nécessairement me connaître. Elle m'avait déjà vue, mais moi, je la voyais parce que c'était quelqu'un qui était très présente sur le terrain, qui allait dans les événements, quand il y avait une inauguration, un vernissage. Vous travailliez dans une école, donc oui. Elle était directrice de la commission scolaire. Donc oui, c'est ça, donc des commissaires. C'est ça. Donc, je la voyais quand même, puis j'avais quand même une idée sur elle. J'ai fait pas une petite enquête, mais quand même, j'ai approché des gens qui la connaissaient, puis c'était des gens qui avaient la même perception. Donc, puis ce qui ressortait, c'était des valeurs qu'on avait de commun, des valeurs communes. Donc, en discutant avec elle, on a eu des rencontres. Puis, c'est effectivement ce que j'ai remarqué. Donc, c'est quelqu'un qui est... Ma plus grande valeur dans l'enseignement, c'est la bienveillance. Puis, elle, c'est une personne bienveillante qui a à cœur le bien commun, puis qui va prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement... qui vont être vraiment pour le bien commun, puis elle va être capable de les expliquer. L'autre, une de mes valeurs qui était semblable aussi, c'est l'intégrité. Donc, la transparence d'expliquer pourquoi on prend ces décisions-là. Donc, ça, c'était essentiel pour moi. Je ne me serais pas embarqué dans l'équipe de Mme Bouchard si j'avais pas eu des valeurs, si j'avais eu des discordances avec des valeurs. Puis, elle a aussi une bonne rigueur de travail. C'est quelqu'un qui est assidu, qui est au fait. Puis, ça, c'était essentiel également pour moi. Donc, c'était la raison pour laquelle, avec Mme Bouchard. Puis, en étant dans l'équipe, bien là, je remarque que finalement, c'est pas juste auprès de Mme Bouchard qu'on a les valeurs communes, mais au sein de toute l'équipe, puis ça, c'est encore plus emballant. Donc, au sein d'une équipe qui avait la même vision pour la ville de Saint-Jean, là, donc dans vos valeurs et les priorités que vous voulez amener là, pour la ville. Là, oui, ça? Puis on parle de vision à long terme. On parle pas... puis moi, si je me lance, là, ça sera pas dans du court terme, dans ce que je veux faire rapidement. Oui, il y aura des choses que je vais vouloir... probablement des problématiques qui vont se régler rapidement, qui vont bien se faire, qui ne seront pas trop grosses, mais il y a une vision à long terme là-dedans. Je parlais de la piscine tout à l'heure, mais c'est pas juste ça. Il y avait les infrastructures avec le... Puis là, bien, tout est bloqué dans Saint-Eugène. On le vit avec le règlement de contrôle intérimaire là, qui vient alléger le fardeau des infrastructures souterraines, qui vient en fait stopper tout ça pour éviter un stress. Puis, le suite à ça, c'est... Puis ça aurait pu être évité, là, j'en parlais tout à l'heure, parce que c'est... si on avait eu la vision de le voir venir, tout ça, que finalement, on allait plus pouvoir développer la ville, bien, peut-être qu'on aurait évité un problème de logement à Saint-Jean ou tout ça. Donc, c'est sûr que la vision, à long terme, c'est quelque chose qui nous est à cœur pour toute l'équipe. Ouais. Donc, je l'ai mentionné, vous êtes professeur à l'École Saint-Eugène. Oui. On en a parlé ici. Il y a un enjeu, je pense, de sécurité. En fait, dans toutes les écoles ou à peu près de Saint-Jean, on parle d'enjeux de sécurité, mais vous êtes conscient qu'il y a peut-être un problème à régler ou à tout le moins là, à mieux gérer cette situation-là? Effectivement. L'École Saint-Eugène, c'est une école piétonnière. Ouais. Donc, puis on est la plus grosse école du centre de service, pas juste de Saint-Jean, mais du centre de service au complet. Puis c'est quelque chose qui, de façon récurrente, puis moi, j'y vais, là, je voyage à l'école en vélo, je le vis. C'est quelque chose qu'à chaque année, la direction de notre école fait des pieds et des mains pour essayer d'inciter les élèves ou les parents d'envoyer leurs enfants en vélo ou à pied à l'école. Puis j'ai comme l'impression qu'on se battait tout seul avec cet objectif-là. Puis tout ça, c'est relié avec un sentiment de sécurité. Donc, puis là, je comprends que ça avait été la réfection de la rue Turgeon, là, ça avait été mis un peu en pause parce qu'il y avait l'agrandissement de l'École Saint-Eugène. Donc, c'est sûr que ces camions poids lourds-là, ça vient endommager la rue. Puis je comprends parfaitement qu'on n'ait pas refait la rue pour après ça aller l'endommager. Ouais. Donc, ça, c'était sûr et certain qu'on allait faire
mettre ça un peu en stand-by, faire une pause avec ça. Mais pourquoi il n'y a pas certaines choses qui auraient pu être amenées avant? Donc, des mesures d'atténuation de la vitesse. Oui, il y a des poteaux qui ont été installés récemment. Mais je parlais à des citoyens que, il y a 8 ans, faisaient des demandes pour essayer de trouver des solutions, pour travailler ensemble, pour augmenter le sentiment de sécurité. Puis c'est une spirale. Plus les parents vont sentir que leur enfant est en sécurité, plus ils vont envoyer leur enfant tout bonnement à l'école, à pied ou en vélo. Donc, Puis l'inverse est vrai. Moins on sent de la sécurité, plus on a le syndrome de la porte qu'on appelle l'auto qui doit déposer son enfant le plus près possible de la porte pour éviter. Puis là, il peut arriver des manœuvres dangereuses, puis c'est la sécurité des enfants. Puis l'inverse se passe également. Puis pas juste... Là, on parle de sécurité, mais il n'y a pas juste l'école Saint-Eugène. Il y avait le CPE aussi, qui est à l'intersection de la rue Roman puis Jacques-Cartier, qui avait déjà soulevé des enjeux de sécurité. Leur cours est directement près de Jacques-Cartier. Puis eux autres, ils avaient soulevé, en discutant, parce que mes enfants aussi sont allés à ce CPE-là. Puis c'était quelque chose qui les inquiétait. S'il y a une sortie de route, c'est la clôture. S'il y a une auto qui s'en va là-dedans puis que les enfants sont là, ça peut être dramatique. Donc, tout ça de petits enjeux comme ça qui m'inquiètent. C'est normal qu'on s'inquiète, donc pour les enjeux de sécurité. Bon, vous avez parlé du centre commercial. Bon, oui. Mais comment vous voyez ça, le développement commercial du district, là? C'est essentiel. Saint-Eugène, c'est un quartier qui est fortement résidentiel. Donc, on a quelques commerces de proximité, puis ces commerces de proximité-là c'est une richesse qu'on a, puis il ne faut surtout pas les perdre. Donc, c'est sûr qu'en augmentant un commerce de proximité avec le centre commercial, ça va être bénéfique. Il va falloir réfléchir avec ce qui va bonifier le quartier. On ne veut pas se dédoubler, déjà là qu'on n'en a pas beaucoup. Puis, donc, c'est ça. Sur Jacques-Cartier, il y en a beaucoup. Puis, il faut vraiment faire en sorte que ces commerces-là soient mis en valeur. Donc, c'est essentiel. Puis, étant donné qu'il y en a beaucoup dans le quartier Saint-Eugène, c'est fortement résidentiel, qui travaillent aussi dans le quartier. Il y en a qui vont s'installer là parce que c'est plus facile, c'est plus près de leur travail. Bien, par le fait même, bien, il faut augmenter la mobilité durable. Donc, oui, le transport à pied, le transport à vélo. Séminaire, il n'y a pas encore de piste cyclable qui va joindre, sur Séminaire, puis qui va se rendre au cégep, ou même Rheinmetall, qui est un des grands employeurs de la ville. Vous l'aviez dit lorsqu'on s'est parlé que 13 minutes, ça passe vite, mais oui, c'est déjà terminé. Déjà terminé. Ben oui. Monsieur Boucher, merci infiniment. Bonne campagne. Et puis on aura l'occasion de se reparler à l'automne. À cet automne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine.